Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver à la une de l'actualité nationale. Abdoulaye Sow et ses hommes empêchés d'accéder au bureau de la main-d'œuvre portuaire ce jeudi. Le secrétaire général de l'autre branche de l'USTG voulait prendre part à l'élection d'un bureau syndical au port autonome de Conakry. Un accident de la circulation a fait un mort ce jeudi à Bonfi. Un enfant de 5 ans a été renversé par un conducteur qui a perdu le contrôle de la voiture. 2 autres personnes ont été blessées sur place. Les familles des 2 Kenyans tués lors d'une attaque mardi contre un hôtel de Nairobi enterrent leurs proches. Le président Kenyatta a confirmé que les 5 hommes armés derrière l'attaque sont maintenant morts. Je vous le disais à l'instant, les responsables de la branche de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée dirigée par Abdoulaye Sow ont été empêchés ce jeudi d'accéder à l'enceinte du bureau de la main-d'œuvre portuaire et de l'Association guinéenne des entreprises de manutention où a eu lieu une élection syndicale des travailleurs du port autonome. Des hommes en uniforme déployés sur place leur ont refusé tout accès, arguant selon le secrétaire général bloqué avoir reçu des instructions au plus haut niveau. Reportage d'Ibril Ba et Abdoulaye Kamara. Alors que le dépouillement s'effectuait après le vote de la section syndicale de la JUMAP, Abdoulaye Sow et ses acolytes sont interdits d'y accéder. Révoltant pour eux, ils commencent déjà à trouver le responsable de cet incident. C'est une entrave à la liberté syndicale qui est une disposition de notre constitution. C'est extrêmement grave ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le syndicat du gouvernement. Ils sont avec l'armée. Nous ne pouvons pas accéder pour que nous puissions, alors que c'est des élections sociales. Visiblement touchés, les syndicalistes de l'USTG, version Abdoulaye Sow, promettent de riposter face à une situation qu'ils qualifient d'agissement. On ne sait pas c'est quoi le haut lieu, mais il y a sincèrement une main noire derrière et qui nous empêche aujourd'hui de participer aux élections au port. Alors que les travailleurs, la plupart, sont avec nous. C'est une compétition. S'agit-il d'un choix fait par les syndicalistes affiliés? Voilà une question que l'autre secrétaire général de l'USTG tente de répondre. Les travailleurs ont exprimé clairement pour dire qu'ils ne sont pas avec eux. Donc ils ont été refoulés par l'ensemble des travailleurs de BEMOP. Moi, ils m'ont appelé pour demander de venir pour dire qu'ils sont avec moi et mon équipe. Ce désagrément est aussi imputé à l'inspection générale du travail et Abdoulaye Sow compte alerter les associations syndicales internationales. Abdoulaye Ba, l'ancien candidat de l'UFDG au poste de maire à Kindia, était l'invité de l'émission Les Grandes Gueules de ce jeudi. Il espère encore gagner la bataille contre Mamadou Bangoura, actuel chef de l'exécutif communal de la ville. Dans une interview accordée à notre rédaction, il a abordé des questions liées à la situation de la commune urbaine de Kindia, 4 mois après l'installation controversée du nouveau maire. Suivez cet élément que nous signent Antoine Kourouma et Aboubakar Din Kamara. Au mois d'octobre dernier, la commune urbaine de Kindia faisait face à des tensions liées à l'installation du nouveau maire. Le bras de fer qui a opposé Abdoulaye Ba de l'UFDG à Mamadou Bangoura de l'UDG a tourné à l'avantage du second à cause d'une incompréhension autour de l'interprétation de l'accord du 8 août. 4 mois après, le candidat de l'UFDG fait son constat. La ville n'est pas gérée. L'équipe a été imposée, n'est pas opérationnelle. Il y a des dissensions internes entre eux. Ceux qui ont trahi sont en train de se trahir aujourd'hui. Ça, c'est au niveau politique. Hein. Et puis, enfin, l'administration est complètement moribonde. Elle est inexistante. La commune est boudée par la population. Même les naissances ne sont pas déclarées à la mairie de Kindia parce qu'il y a un dégoût. Le statu quo continue, selon lui. Ils auraient déposé des requêtes auprès de la justice. Nous sommes dans la voie de la contestation. Nous avons déposé une requête au tribunal de Kindia qui est pendante là-bas.
Nous avons notre direction nationale de l'UFDG, en l'occurrence le président Dalein Diallo, n'est-ce pas, qui a repris le dossier au niveau national. Nous sommes derrière ces deux démarches, politiques au niveau national et au niveau local, au niveau du tribunal, et on verra bien qu'est-ce que cela, n'est-ce pas, va aboutir. La mairie de Kindia se trouve toujours dans une impasse. À l'heure qu'il fait, Abdoulaye Ba refuse de s'avouer vaincu. Les populations qui m'ont élu ont décidé de riposter en installant le maire légitime, le maire légal que je suis. Donc à Kindia, vous avez le maire imposé par le gouvernement guinéen et le maire élu que je suis à Kindia. Et nous l'avons appris dans la soirée, les députés de l'UFDG décident de siéger depuis et de quelque manière informelle. Plusieurs Guinéens ont dénoncé le décret de prorogation du mandat des députés. Tous se demandaient si les opposants allaient continuer à siéger. Et puis, pas de condamnation contre le site d'information Mosaïque Guinée et les deux autres poursuivis par le ministre Moustapha Mammy Diaby. Ce jeudi matin, le juge s'est prononcé en faveur des 3 sites d'information. Après 4 mois de procès, la partie civile n'a pas pu établir le caractère diffamatoire de l'article publié par Mosaïque Guinée et reproduit par les 2 autres sites. Sorti victorieux de ce procès, le fondateur de Mosaïque Guinée exprime sa satisfaction. Abdourahmane Ba et Ibrahima Souma. Le ministre Moustapha Mammy Diaby débouté au tribunal de première instance de Kaloum. Ce dernier a intenté une action en justice contre Mosaïque Guinée et 2 autres sites d'information qu'il accuse de diffamation et d'atteinte à son image. Après 4 mois de procès, ce sont les médias qui l'emportent en dépit de tout. C'était un ouf de soulagement et je pense que c'est un signal aussi fort à l'endroit qui vient de la justice, donc qui a été assigné par la justice guinéenne. 9 millions de dollars, c'est le montant que le ministre demandait en guise de dommages et intérêts. Après cette décision du juge, Aboubacar Diallo ne compte pas intenter une autre action. Je ne pense pas que que ça vaille la peine pour nous de continuer cette bataille judiciaire. Moi, je pense que ce qui compte le plus, c'est, je ne sais pas s'il faut appeler ça une victoire, c'est quand même ce verdict qui prouve que le ministre s'est totalement mépris, il s'est trompé. Ce procès est l'un des nombreux intentés contre les journalistes ces derniers temps. Aboubacar Diallo est parmi ceux qui sont sortis vainqueurs. Moi, je tire chapeau à cette dame, donc cette juge qui a eu à se prononcer sur ce dossier. Félicitations. On aurait pensé que, compte tenu de toute l'influence, de tous les moyens dont disposent ces hauts cadres, qu'elle aurait prononcé un verdict tout à fait unique et injuste. Ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est tout à fait en son honneur. Le fondateur du site Mosaïque Guinée n'exprime aucun regret par rapport à l'article et estime que le ministre de l'économie numérique s'est lui-même désigné comme cible. Dr Alia Diaby aurait rendu le tablier de la présidence de l'institution nationale indépendante des droits de l'homme. L'homme de droit explique son choix par sa soif de formation. Cette démission crée donc une paralysie au sein de cette institution qui souffre aussi d'un manque de budget nécessaire pour son bon fonctionnement. Idriss Sabari et Aliouba ont rencontré un des commissaires de l'INIDH. Voici leur compte-rendu. Pour le président des mêmes droits pour tous, cette démission du président de l'INIDH n'est pas une surprise pour qui sait comment Alia Diaby s'est retrouvé à la tête de cette institution. Plus loin, il justifie aussi ce retrait par le manque de budget alloué à l'INIDH, mais aussi la violation de la loi portant création, organisation et fonctionnement de cette institution républicaine. À l'analyse un peu de la situation en tant que commissaire, je pense que non seulement le personnel pour faire le travail n'est pas le mieux indiqué, parce qu'on a un peu de tout. Il y a même des commis de l'État qui ont certaines responsabilités. Il y a le fait que, comme je l'ai dit, le budget n'est pas à la hauteur des ambitions. Il y a également cet environnement, le fait que, bon, sachant par la façon par laquelle il est venu, il fallait quand même rendre la monnaie aux bienfaiteurs. L'INIDH a été créé pour contribuer au renforcement de la promotion et de la protection des libertés fondamentales.
Pour ce commissaire, la démission du président de l'UNIDH ne changera en rien à la réalité. Le travail il est colossal. Bon, il n'y a pas d'activité au sein de l'UNIDH à part les réunions, les plénières qui s'organisent autour desquelles les commissaires se réunissent pour se repartir l'argent. À part ça, je ne vois pas d'activité en tant que telle pouvant avoir un impact direct sur la situation, n'est-ce pas, de nos concitoyens. Dans les jours à venir, le bureau exécutif de l'institution indépendante des droits humains en Guinée va se réunir pour se pencher sur un éventuel remplacement du président de l'institution. Les travailleurs et travailleuses de la Caisse nationale de la sécurité sociale entament la nouvelle année sur de bons pieds. Pour 2019, plusieurs initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et travailleuses ont été entreprises, notamment le renforcement du système de santé, entre autres. Mohamed Valek Touré et Aboubakar Din Kamara. Cette rencontre a été voulue par les travailleurs et travailleuses de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Au cours de l'année écoulée, l'institution a connu des moments agréables et des contraintes sur le plan de la rentabilité économique touchant le quotidien de chaque travailleur. Ils ont voulu en parler. En m'adressant à la direction générale, qui a été à notre écoute l'année 2018 écoulée, en répondant à toutes les sollicitations objectives des travailleuses et travailleurs. Pour cette nouvelle année qui s'annonce, les travailleurs se disent prêts à louer l'initiative de la direction générale en l'encourageant dans son programme de renforcement des capacités des travailleurs à travers des séries de formations. Malik Sankan, dans son intervention, a invité l'ensemble des travailleurs et travailleuses de la Caisse nationale à la consolidation et le renforcement de la solidarité pour que chacun parvienne à accomplir les tâches assignées. Nous avons fait de cette occasion à la Caisse nationale de sécurité sociale une opportunité de revisiter nos actions au cours de l'année écoulée, d'évaluer nos performances, mais aussi nos échecs en vue de poser les meilleurs jalons. En matière de ressources humaines, la direction de la Caisse nationale a poursuivi le programme de renforcement des capacités du personnel qui a permis à plusieurs collaborateurs de bénéficier des formations dans des centres spécialisés, notamment en Côte d'Ivoire et au Cameroun. À la faveur du relèvement du plafond des cotisations en vigueur, la Caisse est aussi appelée à une large campagne de sensibilisation des partenaires sur les avantages qui vont permettre de valoriser les pensions existantes. La cérémonie a été aussi marquée par la remise de satisfecit des personnes appelées à la retraite. Elle cède la place à la nouvelle génération. Et puis cet accident de la circulation ce jeudi à Dabondi sur la route du Niger. C'est un conducteur qui a perdu le contrôle de sa voiture. Il a tué un enfant et blessé 2 autres personnes. L'accident s'est produit aux environs de 11 h. Reportage Mamadou Saliouba et Tierno Sadouba. Le chauffeur était seul dans sa voiture. Il quittait le port autonome pour la maison. Arrivé à Dabondi sur la route du Niger, il est comme propulsé. Il perd le contrôle, marche sur cette moto, quitte la route et finit sa course collé contre un bâtiment. Un accident et pas le moindre. Le chauffeur ne sait pas comment il est arrivé là. Je ne peux même pas l'expliquer. Je me suis vu dans cette situation. Je me suis vu bloqué maintenant là-bas. Je ne sais pas. J'ai quitté au travail. Je me suis vu dans la situation. Franchement, je regrette. Il se porte bien, mais dans sa course, il a traîné avec lui un enfant de 5 ans qui était parti chercher de l'eau. Plus rien ne pouvait le sauver. Il est décédé sur le champ. J'ai dit à mon enfant d'aller acheter de la tchéké. Il est parti. À son retour, il me dit qu'il n'y a pas d'eau à la maison. Je lui ai donné de l'argent, je lui ai dit de partir manger à la maison. Mais il a insisté de rester avec moi. Et c'est quand il est parti acheter de l'eau, à son retour, la voiture l'a renversé. La voiture
a également blessé 2 autres personnes qui vendaient au bord de la route. Le véhicule venait de la direction de Bonfi. Il venait de Bonfi en direction de rond-point Kondeboyi, arrivé ici, au niveau de la mosquée de Dabondé. Il a trouvé une moto là-bas, plus 2 piétons. Il a pris la moto, l'a propulsée jusque dans le fossé, là où vous voyez comme ça sa position, et cassé la porte du bâtiment là. Mais ça trouvait qu'il y avait un enfant aussi qui était assis, qui prenait son petit déjeuner. Il a cogné l'enfant là et que l'enfant a succombé par suite de ses blessures sur le champ. La police doit répondre à 2 questions. Qu'est-ce qui a occasionné l'accident et comment convaincre les citoyens à éviter de vendre sur les trottoirs? Autre chose dans ce journal, clôture ce jeudi à Conakry de la conférence régionale sur le WACF. Au terme de 2 jours de travaux, des recommandations ont été faites pour renforcer l'impact socio-économique des actions du WACF en Guinée et dans la sous-région ouest-africaine. Compte rendu Mamadou Boy Diallo et Yacouba Traoré. Des panels sur le mode de financement des projets par les fonds WAFT, les domaines d'intervention et le renforcement de la coopération entre le WAFT et l'Afrique ont dominé les débats au cours de la dernière journée de cette conférence régionale. Des échanges fructueux qui ont abouti à des recommandations fortes pour renforcer les actions du WAFT en Guinée. Il s'agit, entre autres, du renforcement des capacités de la Direction générale du Fonds national de la Zakat et du WAF, de l'extension du WAF aux secteurs sociaux et économiques, notamment la santé, l'assainissement, les mosquées et cimetières, l'agriculture, le commerce et l'industrie, de la diversification des sources de financement du WAF, la mise en place d'une initiative nationale de capacitation économique en Guinée. Les participants à cette rencontre saluent la tenue de cette conférence qui a permis à bon nombre parmi eux de s'approprier les concepts WAFT. Nous pensons que lorsque, à travers cette solidarité musulmane, ces projets sont financés et il y aura des retombées pour ce qui est du développement socio-économique de notre pays. Donc ce type de projet est la bienvenue dans ce pays et je pense que ça va permettre réellement d'avoir cette prospérité pour tous. La Guinée bénéficie déjà des retombées de cette rencontre avec la signature d'un accord de financement de 17,2 millions de dollars avec la BID portant sur le programme régional sur la chaîne de valeur du projet RI. À cela s'ajoute la construction de la cité WAFT, BID en Guinée, et le financement d'infrastructures socio-éducatives et routières. Une rencontre s'est tenue ce jeudi sur le programme national de réinsertion socio-économique. Une soixantaine de jeunes à faible revenu de Conakry et Kissidougou sont concernés par cette initiative du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À travers ce processus de réinsertion, le département veut contribuer à la réforme du secteur de la sécurité. 20 micro-projets ont été créés et accompagnés par 13 ONG guinéennes, Ominatou Sidibé et Tierne Sadouba. Cette rencontre vise à faire parler des acteurs. Ensuite, essayer d'en tirer les meilleurs enseignements pour enrichir la stratégie globale de la Guinée en matière d'accompagnement des populations les plus vulnérables. Ce programme a permis dans un premier temps à ces populations en situation de vulnérabilité d'épargner des ressources pour investir dans les activités économiques. Et je crois que de ce point de vue, c'est un véritable succès. On a estimé des montants relativement importants qui ont été injectés dans l'économie locale, des personnes qui étaient totalement marginales et qui ont pu être socialement remises en forme, redynamisées, développer des activités de riziculture, des activités de transport, des activités de commerce, etc., etc. Cette assistance a eu un intérêt capital pour les participants. Ce programme leur a permis d'être réintégrés dans la vie sociale et économique. L'intérêt qui est dans ces activités-là, 3x6, l'intérêt, il est vraiment capital. D'abord, ça nous a permis ici d'être réinsérés dans la vie sociale et maintenant nous sommes dans les activités économiques. Ce programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité
va au-delà des aspects d'intégration déjà connus. Après les activités Hassimo, on a essayé d'épargner une partie des montants qu'on nous paye par jour. Après les activités de 104 jours de Hassimo, nous nous sommes décidés, les quelques-uns des participants là ont décidé de partir en groupement. Et dans la dynamique encore de ces activités, pour mieux nous prendre en charge, on a accepté de choisir les filières dans la préfecture de Kishidougou. Ce projet financé par les partenaires au développement est mis en œuvre par le ministère du Travail, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une famille passe la nuit à la Belle Étoile à Amdalaï dans le secteur 2 depuis hier, mercredi pour cause. Elle a été victime d'une opération de déguerpissement, dit-on, par des inconnus. Plusieurs objets ont été emportés lors de l'opération. Mariam Fodé Kamara, Ibrahim Sori 5 Souma pour le reportage. La famille Nabé réside depuis 1965 à Amdalaï, secteur 2. Depuis 2006, elle est menacée de déguerpissement par des inconnus. Après 2 tentatives, l'opération de démolition a finalement eu lieu mercredi à la grande surprise de la famille. Des jeunes accompagnés de 4 pick-up de la gendarmerie et un huissier de justice sont venus entre 5h et 6h du matin pour l'opération. Des effets éparpillés dans la cour de la concession familiale. L'un des membres de la famille Nabé explique. C'est entre 2006 et 2007. Le tout premier attaquant est venu cette année. Il est venu dire qu'il s'appelle Alassane Diallo, qu'il est venu réclamer le terrain de son père, de lui rendre sa concession. Lui n'a aucun papier avec lui. Ce qu'il demande, c'est lui rendre le terrain de son père. Madame Nabé rappelle les circonstances dans lesquelles son mari a obtenu ce domaine. Mon mari vendait les noix de cola à Madina. Il est resté à chercher une maison en location. Les gens l'ont conseillé à payer un terrain. C'est comme ça qu'il a eu ce domaine. Quand il gagne un sac de ciment, il vient travailler. L'un des notables du quartier voisin à la famille témoigne. Le 23 août 1965, j'ai habité Amdalaï. Mais j'ai trouvé mon grand frère Bakar Foudi à Conakry ici. Je l'ai trouvé aussi à Amdalaï ici. Si on entend que la concession là appartient à une autre personne, ça nous surprend. Nous demandons au président de la République de venir en secours. Nous avons joint au téléphone le chef de quartier mis en cause dans ce dossier qui nous a confié qu'il n'est ni de près ni de loin mêlé à ce problème. Ailleurs dans le monde, les familles des 2 Kenyans tués lors d'une attaque contre un hôtel de Nairobi enterrent leurs proches. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a confirmé que les 5 hommes armés derrière l'attaque sont maintenant morts. L'attaque a été revendiquée par le groupe somalien Al-Shabaab lié à Al-Qaïda qui vise le Kenya depuis que le pays a envoyé son armée en Somalie en octobre 2011 pour combattre le groupe djihadiste. Suivez. It's devastating. It's very sad. You know, it's one moment you're with someone, the next moment you are here to send them off. It's a very raw moment for us here and for the whole office. We could only pass our message of condolences to the families and wish them God's grace and strength. They were bright young people who had a really super great future. I'm saddened that these terrible people, these evil people, have cut the lives of these young people at their peak. Nataka Wakenya wajue ya kwamba sisi wote kwa jumla kama sini Wakristo, Wahindi au Waislamu tunauliwa na hawa watu, and we have to be united against this terrorism. Tusibagwane ya kusema kwamba huyu ndio terrorist. À la frontière mexicaine, au bord du Rio Grande, la ville texane de Laredo dépend de ses relations avec le Mexique, alors que les échanges entre les 2 rives
font partie de la vie quotidienne. De nombreux habitants craignent l'arrivée du mur voulu par Donald Trump. Dans la ville frontalière de Laredo, au Texas, les commerces dépendent de leurs clients mexicains. Je suis venue ici faire quelques courses pour des choses que je ne peux pas acheter dans mon pays ou dans ma ville. À quelques mètres du Mexique, dans les boutiques, la rhétorique de Donald Trump sur les migrants fait grincer des dents et inquiète. Ici, faire un mur, c'est un recul. C'est un recul. Un mur, c'est un pas en arrière qui va nous affecter économiquement, socialement, moralement. Ça va beaucoup nous affecter. Chaque jour, 17 000 personnes franchissent à pied le Rio Grande pour traverser la frontière. De nombreux habitants de Nuevo Laredo, côté mexicain, bénéficient d'un visa spécifique pour se rendre aux États-Unis. Ils sont travailleurs, acheteurs ou même écoliers. Et les Américains aussi tirent profit de la proximité de la frontière. Nous sommes nombreux à nous rendre de l'autre côté pour aller chez le médecin, et ça nous revient moins cher. Même les médicaments sont beaucoup moins chers qu'ici. À Laredo se trouve le plus grand port commercial terrestre des États-Unis. 200 milliards de biens y transitent chaque année. Pour le maire indépendant de la ville, garder une frontière ouverte est vital. Nous n'avons pas besoin d'un mur physique, nous sommes pour un mur virtuel, c'est-à-dire avec plus de technologie, plus de personnel. Il faut nettoyer la végétation dense au bord de la rivière pour que les patrouilles à la frontière aient une vue dégagée. Avec une population à 95% hispanique, les habitants de Laredo partagent la culture de leurs voisins mexicains. Entre deux peuples uniquement séparés par le Rio Grande, une nouvelle barrière est difficile à imaginer. L'actualité sur les gilets jaunes en France, la désillusion d'anciens mineurs dans l'Est, les ronds-points, j'en ai fait le tour, leaders frustrés ou manifestants désabusés, ils ont participé à l'essor du mouvement des gilets jaunes dans l'Est de la France. Ils prennent aujourd'hui leur distance, parfois sous les insultes et les menaces. Suivez. Les gilets jaunes, c'est terminé pour Céline Roy. Leader engagée aujourd'hui désabusée. À Vesoul, c'est elle qui a lancé le mouvement du 17 novembre, mais une condamnation début décembre pour entrave à la circulation d'un train va la contraindre d'arrêter. Si je continuais, je risquais d'avoir une récidive et de partir 2 mois en prison. C'est peut-être pas l'idéal pour une mère de famille. Donc j'étais un peu prise, pieds et poings liés avec cette peine judiciaire. Son retrait est perçu comme un abandon pour certains gilets jaunes. Les insultes pleuvent sur les réseaux sociaux. C'est facile de critiquer les gens et de les descendre. Il y en a qui ont pris ça pour une trahison, il y en a qui ont pris ça pour un mépris, alors que pas du tout. En fait, c'était pas du tout ça. Ce que je voulais dégager, c'était pas du tout ça. J'avais pas fait tout ça pour rien. Bon, ça se passe bien ? À Dole, dans le Jura, même constat pour Fabrice Schlegel. Cet entrepreneur libéral affirmé a lancé le mouvement dès le 2 novembre. Mais critiques et menaces sont vite apparues pour cet ancien candidat malheureux aux élections départementales de 2015. De menacer une personne, oui, pour des idées qui sont différentes, alors que moi je prône que le respect, la tolérance, et je me suis levé pour défendre les plus faibles, oui, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Contre les violences et parce que les commerçants locaux souffraient trop des blocages, le Dolois n'a pas soutenu l'acte 6 du samedi 22 décembre. Moi j'en ai vite fait le tour des ronds-points. De toute façon, c'est des situations immobilistes. Et qui est-ce qu'on va embêter si ce n'est le citoyen moyen? Fiers de leur engagement, Fabrice Schlegel et Céline Roy ont été rejetés par une partie du mouvement qu'ils ont contribué à créer. Sans doute dépassés par la tournure des événements, ils déplorent que les Gilets jaunes n'aient pas eu la volonté de se structurer encore plus et d'éviter les violences qu'ils considèrent inutiles. Moi, je pensais réellement qu'on pouvait avancer et faire avancer la chose avec le dialogue. Maintenant qu'on casse tout, et surtout pour tout repayer après, c'était pas dans mes objectifs, ça c'est clair. Céline Roy a perdu son emploi et son permis de conduire à cause de son engagement. Aujourd'hui, elle a rejoint la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon,
et n'exclut pas de se présenter aux prochaines élections municipales. Fabrice Schlegel espère encore que les Gilets jaunes vont se structurer, même s'il a pris ses distances. Tous deux vont suivre le grand débat national qui s'ouvre, sans trop y croire. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.